Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, React 19 est stable. Du coup, vous pouvez sereinement utiliser les nouveautés de cette nouvelle version. Et dans cette vidéo, on va justement y aller en douceur. On va uniquement se concentrer sur une seule de ces nouveautés, la plus importante, les actions. Peut-être que vous êtes comme moi, que ça fait un moment que vous entendez parler des actions, mais que vous avez la flemme de comprendre de quoi il s'agit. D'ailleurs, si vous êtes Team Flemme, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'ici, on fait tout pour s'améliorer en dev de la manière la plus chill qui soit. On va prendre le temps de découvrir les actions et ça vaut le coup parce qu'elles vont vous offrir une expérience de dev bien meilleure et une expérience d'utilisation de vos applications bien meilleure pour vos utilisateurs aussi. Alors, les actions, c'est quoi ? Dans React, les actions sont des fonctions qui s'exécutent après avoir interagi avec certains éléments, typiquement après avoir soumis un formulaire. Dit comme ça, vous ne voyez sûrement pas la plus-value des actions par rapport aux fonctions que vous avez l'habitude d'écrire. Pour que vous voyez les avantages des actions de manière plus concrète, on va voir un code où, dans un premier temps, on n'utilise pas d'actions, puis où, dans un second temps, on en utilise. Donc là, on est dans un repo en Next.js avec du React 19 dedans. Dans le repo, il y a un composant vraiment très classique qui s'appelle EnterWord et qui en fait retourne un formulaire avec dedans un input et un button. On va tout de suite voir ce que ça donne dans la page. Donc là concrètement, vous tapez un mot dans l'input, voilà, bla. Après avoir soumis le formulaire, vous avez un loader ici qui apparaît dans le bouton. Lors de la soumission du formulaire, en l'occurrence, vous effectuez un call API pour pouvoir envoyer le mot que vous avez saisi plus tôt. En cas de succès, un message de succès ici est renvoyé par le serveur et apparaît en dessous du button. En cas d'erreur, peut-être parce que vous avez, je sais pas, tapé un mot invalide comme celui-ci, vous avez donc un message d'erreur qui apparaît toujours sous le button. Si vous n'utilisez pas d'action, pour faire tout ça là, côté code, hop là, on repart dans notre composant EnterWord, vous devez déclarer pas moins de 4 states. Donc un state pour pouvoir récupérer le mot tapé dans l'input, un state pour pouvoir afficher chargement ici, là, dans le bouton. Donc au moment en fait où on soumet le formulaire. Un state pour pouvoir afficher le message d'erreur et un state pour pouvoir afficher un message de succès. Ensuite, après avoir soumis votre formulaire, donc là on a la fonction handle submit, vous deviez gérer à la main les évolutions de chacun de ces states. Comme vous pouvez le voir ici, on a un set is pending true, send error, machin, send success message, set input value, blablabla, bla, 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 selon du coup la réponse de votre call API. Et en plus de tout ça, vous deviez penser aussi à appeler event prevent default au tout début de votre fonction pour que la page de votre formulaire ici ne se recharge pas. Bon bref, c'est très manuel, c'est très répétitif et donc sujet aux bugs. Petite pause publicitaire pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu sur React, Next.js, JavaScript et plus largement le développement web. Le gros avantage de React 19, c'est qu'il propose de déléguer toutes ces gestions de state aux actions. Alors pour cela, on descend dans notre composant EnterWord et ici, on va remplacer onSubmit par un attribut qui s'appelle action. Voilà. On va aussi renommer notre fonction handleSubmit par submit action, comme ceci. Comme ça, on comprend bien que c'est une action. Alors là, on a une erreur TypeScript et c'est normal. C'est parce que une action prend en paramètre non pas un événement, mais les données du formulaire. Donc typiquement, par exemple, les données du formulaire qui vont comprendre la valeur de l'input. Donc ici, on va remplacer event par
form data, qui va avoir pour interface aussi un form data, qui est une interface globale, hein, enfin globalement disponible dans le code, pas besoin de l'importer. Et donc tout ça, ça veut dire que là, regardez, là on a notre call API pour pouvoir envoyer la valeur de l'input. Et ici, input value, en fait, c'est un state. Hein. On va pouvoir remplacer ce state-là par la valeur de l'input qui est contenue dans ce paramètre form data. Et on va la récupérer comme ça, formData.get. En argument du .get, on va devoir mettre le nom de l'input. Donc ici, il s'agit de word input. On l'indique ici. Voilà. On va dire que c'est une string. Voilà. Donc là, on n'a plus besoin de input value. On va pouvoir supprimer toutes les occurrences de ce state. Ici, hop, plus besoin de reset la valeur de l'input après la soumission du formulaire parce que c'est déjà géré par les actions grâce à React. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme occurrence de input value? Ici, plus besoin d'indiquer value, input value, on change, handle change, tout ça aussi, puisqu'en fait tout ça, ça nous permet de récupérer la valeur de l'input et c'est déjà fait ici grâce au form data de l'action. Donc là, handle change, on supprime aussi sa définition et évidemment, on supprime la déclaration du state, hein, input value. Et autre chose aussi que les actions nous permettent de faire et gèrent directement pour nous, c'est le fait d'éviter le rechargement du formulaire quand on l'a soumis. De ce fait, on va pouvoir supprimer event.preventDefault, qui de toute façon n'est plus disponible, parce qu'on n'a plus le paramètre event. Donc voilà, hein, après tout ce ménage, on n'est déjà pas trop mal. On va regarder dans la page si notre formulaire fonctionne toujours. Ouais. Oui, il y a juste un petit truc un peu bizarre, c'est qu'on n'a plus le chargement qui apparaît dans le texte du bouton, vous voyez, pendant la soumission du formulaire. Mais c'est pas très grave parce qu'en vrai, on peut encore, les actions en fait de React nous permettent de faire encore plus court, encore plus propre, encore plus clair. En effet, React nous permet de nous débarrasser aussi de ces 3 states, isPending, error message, success message. Enfin plutôt de nous décharger du fait de les déclarer et de les gérer à la main. Et donc pour cela, React fournit un hook qui s'appelle useActionState. Voilà, vous voyez, il s'informe vraiment de React directement. Et ce hook, en fait, il va vraiment tout faire pour vous. Il va appeler votre submitAction, que vous lui fournissez comme ça en argument. Il arrive même à gérer le fait que votre submitAction comprenne une opération asynchrone, donc en l'occurrence le call API fake API call. Et en plus de ça, ce hook va directement vous fournir en fait les états isPending, error message et success message. En réalité, le hook vous les retourne. Donc vous les récupérez via cette syntaxe, assez similaire à celle de la déclaration d'un state, hein, classique avec useState. Là, vous allez avoir form data et vous allez avoir form action et isPending. Voilà comment ça fonctionne. Donc le isPending, vous le récupérez comme ça, en 3e valeur de ce tableau. Dans form data ici, vous allez avoir error message et success message qui seront disponibles. Et form action, en fait, c'est ça désormais que vous devrez renseigner comme valeur de action dans votre attribut action, hein, au niveau de votre élément form dans le JSX. Alors, on va pouvoir supprimer tout ça, hein, puisque ça va être remplacé par ce que nous fournit le hook useActionState. On supprime aussi l'import de useState. isPending, donc c'est directement géré par ce hook. Plus besoin de le set à true, false ici, on le supprime. Voilà.
Cet error message aussi, on supprime. En fait, on va supprimer tous les sets, là, tout ça. Pour récupérer en fait notre success message ici, à partir de cet objet form data, eh bien, on va aller dans le bloc try ici, qui est le bloc où on effectue notre call API et où on décide de ce qui se passe quand ce call réussit, aboutit. Donc nous, quand ça aboutit, on décide de renvoyer un success message comme ceci. Hop. Voilà. String. Et puis, en cas d'erreur, pareil, on retourne notre error message précédent. Donc c'est error. Voilà, comme ceci. On ne va plus avoir besoin du bloc finally qui nous permettait juste d'enlever l'état de isPending parce que c'est directement géré ici. Ensuite, ici on a une erreur, c'est normal parce que useActionState attend un deuxième argument qui est en fait l'état initial du formulaire. Bon, nous on n'a rien, ce serait vide. On part de rien du tout. Là, il n'est pas content, c'est normal, c'est parce que quand on utilise useActionState, cette fois-ci, submitAction prend deux paramètres. Toujours le form data, mais cette fois-ci, c'est son deuxième paramètre. Le premier, c'est l'état précédent. Hop, pref state, comme ça. Bon, nous, on ne l'utilise pas, mais on va le laisser comme ça. Et je réfléchis. Tac, tac, tac. Oui, donc désormais, dans notre formulaire ici, dans le JSX, action va non pas prendre submitAction, mais formAction, qui est renvoyé par useActionState. Ce qui va du coup nous permettre d'utiliser en fait notre action, mais qui a été améliorée, optimisée par ce hook et qui nous permet d'accéder notamment à nos états isPending et puis success message et error message à partir de form data. Donc ici on remplace submitAction par formAction. Ça c'est pas mal. Et je réfléchis, qu'est-ce qu'il manque d'autre? Pourquoi il n'est pas content déjà avec submitAction? Ah oui, submitAction est utilisé avant sa déclaration. On va le mettre un peu plus haut pour l'instant. On va le mettre ici. Comme ça, il est content. Et ensuite, on va un peu plus bas. Error message et success message désormais sont accessibles depuis le form data fourni par useActionState. Donc, on va rajouter form data comme ceci. Et là, ça va être pareil. Quoique, attendez, on peut peut-être même faire mieux. Est-ce qu'on ne peut pas déstructurer ce form data? Attendez. Ah ouais, mais ouais, non, on va pas s'embêter. On va rajouter form data ici pour l'instant. Form data, vu qu'il est possiblement undefined. Form data, point, et là pareil, form data, point, success message. Voilà. Donc là, vous avez un composant qui est quand même beaucoup plus élagué. Vous n'avez plus du tout à déclarer vous-même et à gérer vous-même des states manuels avec useState. Vous pouvez complètement passer par useActionState. Et voilà, vous voyez, gérer votre formulaire beaucoup plus facilement, quoi. Tout ça grâce aux actions. Et là, si on regarde l'avant-après utilisation des actions, là dans votre composant Word, Enter Word, regardez-moi ça. Ça, c'était votre gestion classique de votre formulaire avec des states, avec des handle, submit, etc. Et là, vous voyez déjà, il y a tout ça là qui a disparu. Tout ce qui est lié au state, là, plus rien avec les actions. Plus rien du tout. C'est pas merveilleux? Tout ça grâce à useActionState. Voilà, regardez la diff. C'est formidable. Vous avez gagné, regardez, on était à 57 lignes avant. Là, vous êtes à 40 lignes. C'est énorme. Et on va regarder dans la page si notre formulaire continue de fonctionner en utilisant useActionState.
Ah bah oui, regardez, vous avez vu, on voit bien chargement qui apparaît lors de la soumission. Et puis là, on a bien notre message de succès. Si je tape un mot invalide, toujours chargement et toujours et bien mon message d'erreur qui apparaît. Donc on a le chargement qui est revenu, sûrement grâce à l'utilisation de useActionState qui gère vraiment bien les choses pour nous, notamment le fameux eSpending. Jusque-là, on a vu comment utiliser des actions qui sont définies côté client. Et ça offre déjà un bel allègement syntaxique, hein, puisque, comme on vient de le voir, notre composant HenterWord fait désormais 17 lignes de moins qu'avant, grâce au fait qu'on utilise des actions. Mais cette action, donc SubmitAction, qui est dans ce composant client HenterWord, si on la définissait côté serveur, on pourrait permettre à nos utilisateurs de soumettre encore plus vite leur formulaire. Parce qu'effectivement, quand on définit une action côté serveur, les utilisateurs peuvent soumettre le formulaire avant que JavaScript ait fini d'être chargé dans le navigateur. On va faire une petite démonstration. Donc déjà, première chose à faire, on va faire en sorte que SubmitAction soit désormais une action serveur. Je vais créer un fichier actions.ts ici. Donc ça, on peut le faire dans ce repo parce qu'on est en Next.js et que dans Next.js, on a un serveur. Ça ne serait pas forcément le cas. On ne peut pas définir d'action serveur dans des environnements, des frameworks React où il n'y a pas de serveur, quoi. Comme, je sais pas moi, Create React App ou quelque chose comme ça. Mais là, ici, en Next, on peut. Donc, je crée ce fichier actions.ts et je vais simplement déplacer SubmitAction pour le mettre dedans. Voilà. Donc, je dois importer mon call API ici, désormais. Et pour faire en sorte que ce soit considéré comme une action serveur, je vais tout simplement rajouter une directive use server tout en haut du fichier. Voilà. Et là, boum, SubmitAction est désormais une action serveur. Ici, de retour dans le composant HenterWord, je vais importer, du coup, SubmitAction. S'il le reconnaît. Je ne sais pas pourquoi il ne le reconnaît pas, mais c'est pas grave. On va faire à la main. Import. Ah oui, mais c'est normal. Que dis-je? Je vais rajouter ici un export. Qu'elle soit exportable. Et ici, donc je l'importe. Voilà, super. Je supprime cet import du call API, puisque j'en ai plus besoin ici dans le composant HenterWord. Et puis, on va regarder dans le navigateur pour voir si, même sans JavaScript, on peut soumettre notre formulaire maintenant que notre action est côté serveur. Alors, première chose qu'on va faire ici dans le navigateur, c'est désactiver JavaScript. J'ouvre la console, je suis dans Chrome. Je vais taper un raccourci clavier, donc soit CTRL-SHIFT-P, soit Command-SHIFT-P, selon que vous avez un Mac ou pas. Et ici, dans Run, là, la commande que je tape, c'est tout simplement JavaScript. Et vous voyez, j'ai Disable JavaScript qui apparaît. Donc, je clique dessus. Et là, j'ai une petite icône qui m'indique que JavaScript est désactivé. Donc là, dans mon input, je vais taper quelque chose. Voir si je peux toujours soumettre mon formulaire, même sans JavaScript. Et là, oui, vous voyez, j'ai pu soumettre et puis j'ai pu recevoir la réponse de mon serveur. Je vais essayer aussi en cas d'erreur. Bim, ça fonctionne aussi. Alors, comment ça se fait que le formulaire fonctionne sans JavaScript? À l'origine, l'attribut action n'a pas besoin de JavaScript pour soumettre un formulaire. Donc, action, en fait, c'est un attribut, typiquement de l'élément forme, qui est disponible nativement sur les formulaires en HTML. Il permet d'effectuer une requête vers un serveur quand on soumet le formulaire, et ce, sans JavaScript. Maintenant, Next, hop là, si on reprend notre repo, Next, lui, va reprendre ce comportement natif de action en HTML, et ce, quand on utilise des actions qui sont définies côté serveur.
Du coup, c'est top parce que notre formulaire, ici, continue de fonctionner sans JavaScript. Mais l'expérience est quand même un peu moins cool pour les utilisateurs sans JavaScript parce que, regardez, là, si je soumets bla, regardez bien ce qui se passe. Vous voyez, la page se recharge après chaque soumission. Hop là, je recommence, ça se recharge. Et en plus, on n'a plus l'état en fait ici de loading qu'on avait dans notre bouton. Vous voyez, là, je fais ça, il n'y a plus rien là, parce que la page se recharge. Et ces comportements-là, donc d'empêchement de rechargement de la page, d'afficher un loading, tous ces comportements-là sont rendus possibles grâce à JavaScript. Donc c'est ça qui est chouette en fait dans l'attribut action tel qu'il est proposé par React et tout particulièrement par React 19. C'est que React va venir réunir le meilleur des deux mondes. Donc il va tirer parti du comportement natif de action en HTML pour permettre la soumission de formulaires sans JavaScript. Bon, en l'occurrence quand on est dans un projet Next.js avec un serveur. Hein. Et ça permet donc de faire en sorte que l'application soit fonctionnelle, même quand on n'a pas JavaScript. Voilà, ça c'est possible, hein, que JavaScript ne soit pas activé dans le navigateur, ou bien quand JavaScript met un peu de temps à charger aussi. Et donc en plus de reprendre donc, le comportement natif de action en HTML, React va enrichir le comportement de action, puisqu'il va faire en sorte qu'on puisse utiliser aussi du JavaScript en fait, dans une action. Et c'est ce JavaScript-là qui va permettre notamment d'afficher l'état de chargement et d'empêcher donc comment on appelle ça, le rechargement de la page. Ce qui est quand même plus agréable pour les utilisateurs, parce que ça les renseigne davantage sur ce qui est en train de se passer lors de la soumission du formulaire. Et ça leur permet d'avoir une certaine continuité dans la page, d'expérience dans la page. Donc là, si je réactive JavaScript, donc CTRL-MAJ-P, JavaScript, vous voyez. Attendez, je refais, Enable. Tac. Je vais taper mon blas. Voilà. Là, je retrouve bien mon chargement et puis j'ai plus de rechargement de la page ici. Et voilà, c'est comme ça que grâce aux actions de React, vous pouvez offrir à vos utilisateurs une bien meilleure expérience de votre application, plus rapide quand JavaScript n'est pas encore chargé, si vous êtes dans un framework de type Next avec un serveur, et aussi plus informative quand JavaScript est chargé, puisqu'on peut voir les états de chargement et puis empêcher les rechargements de la page. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Dites-moi vous, comment vous gérez vos formulaires dans React? De manière classique avec des handle submit et des use state, ou bien vous ne prêchez déjà que par les actions? Abonnez-vous pour plus de vidéos et dans la description, retrouvez le repo que j'ai utilisé dans cette vidéo et tous mes liens, toutes mes explications complémentaires sur React 19. À bientôt!